L'homme a toujours voulu avoir la tête dans les nuages. C'est trop beau. Et c'est grâce aux oiseaux que nous y sommes arrivés. L'évolution a permis aux oiseaux d'avoir des caractéristiques qui optimisent le vol. Nous allons voir comment les oiseaux influencent la technologie aéronautique et comment nous volons. C'était super! Ouais! Nous verrons aussi comment un rongeur nous a donné la bonne idée de sauter d'un avion. Je suis Dani Washington. Je suis biologiste spécialisée dans la protection des fonds marins et amatrice de sensations fortes. Et aujourd'hui, nous verrons pourquoi, quand il s'agit d'avions, l'intelligence est naturelle. Bonjour et bienvenue dans Intelligence naturelle. Les inventeurs s'inspirent depuis très longtemps de la nature, et plus particulièrement des oiseaux. C'est donc sans surprise qu'une des premières inventions inspirées de la nature soit l'avion. Les pionniers de l'aviation ont démarré en observant les oiseaux. Et ça, avant même que les gens s'imaginent avoir la technologie pour voler. Le biomimétisme a beaucoup été utilisé pour la conception des avions. D'ailleurs, les experts aéronautiques se tournent encore vers la biologie pour créer des designs plus beaux et plus efficaces. Si vous levez les yeux, je doute que vous confondiez ces monstres de métal avec les formes exquises des oiseaux. Tout chez les oiseaux est fait pour le vol. Que ce soit la courbure de leurs ailes, la forme de leur corps ou encore la légèreté de leurs os. C'est en observant les premiers modèles d'avions que cette influence aviaire est la plus frappante. C'est pourquoi nous sommes ici à Seattle. Nous allons rencontrer un ingénieur en aéronautique et pilote, Bernardo Malfitano. Cet endroit est magnifique, Bernardo. Il y a tellement de modèles exposés. J'ai noté qu'ils ressemblent énormément à des oiseaux. Avant qu'on ait une technologie avancée, les gens observaient le monde, la nature, et se demandaient comment ils volent. Par exemple, Léonard de Vinci a voulu dessiner un avion au XVe siècle. Et en voici une reconstitution. On appelle ça un ornithoptère. Il est magnifique. Regardez un peu ses ailes et sa queue. On dirait vraiment un oiseau. Celui-là n'aurait pas pu fonctionner. Il aurait fallu qu'il soit plus léger et les ailes plus larges. Vous voulez aller voir ceux qui ont volé? Avec grand plaisir. Ok. C'est fascinant de voir ces avions réunis ici, tous inspirés par la nature. Celui-ci est le premier à avoir une dérive. Il a été dessiné à la fin du 19e siècle par Otto Lilienthal. Les frères Wright se sont inspirés de ses travaux pour créer leur machine. Il n'y a pas que l'apparence de ces avions qui est inspirée des oiseaux. Le fonctionnement de l'aile aussi, non? Une aile, c'est une espèce de cuillère qui dévie l'air vers le bas. Donc l'air qui passe au-dessus veut suivre la courbe. Il va vers le bas et ça redresse l'aile. L'air qui passe en dessous suit lui aussi la courbe, mais par le bas. Et ça va aussi redresser l'aile. C'est exactement la même chose pour un oiseau. Je sais que les os des oiseaux sont creux, mais comment le répercuter sur un avion? C'est le meilleur rapport rigidité-poids possible. On trouve des I-beams sur les bâtiments, donc il a bien fallu trouver un moyen de rendre ça sur les avions. C'est creux là. Il y a une enveloppe des deux côtés. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut remplir les ailes de carburant. Il n'y a pas besoin d'une structure interne pour que ce soit rigide et solide. Parlez-moi de celui-là. C'est un planeur. Les oiseaux nous ont appris que si on se trouve dans une zone avec de l'air descendant, on peut voler sans perdre d'altitude. On peut voler une journée sans énergie et donc planer. Comme les oiseaux marins qui volent au-dessus des falaises et les condors avec les pentes. Ça leur évite de se fatiguer en cherchant à manger. Exactement. Oui, le deltaplane, le parapente et le planeur fonctionnent sur le même principe. Et ce modèle-là alors? C'est un perlan. Celui-ci a été piloté par Steve Fossett. Il a découvert que les crêtes dévient l'air qui passe au-dessus des montagnes vers le haut. Ça va dévier l'air qui va arriver. Et en fait, l'air qui arrive est élevé par celui qui le précède.
C'est une onde orographique et ça va jusqu'à 30 km. Donc on peut tenir très longtemps avec un planeur. Le record d'altitude est de 15 460 mètres. C'est cool. Bernardo, ce musée est super. Vous êtes une lumière, mais j'ai encore une question. Je vois souvent des oiseaux migrateurs voler en V pour garder de l'énergie. Oui, l'oiseau de derrière vole au-dessus de celui de devant. C'est comme pour le planeur. Ils traversent de l'air ascendant, ça leur permet de se déplacer en dépensant moins d'énergie. Les avions font ça? On va le vérifier? Avec plaisir. Ce musée est sublime. Saviez-vous que le premier vol réussi date de 1903? Pourtant, on se tourne toujours vers les oiseaux pour rendre les avions plus sûrs et plus rapides. Notre ingénieur aéronautique, Bernardo Malfitano, est passé en mode pilote. Il prépare l'équipe pour une super expérience. La portance se fait grâce au tourbillon marginal. En gros, il y a une petite tornade au bout de chaque aile. Et il y a un peu d'air qui grimpe. Les oiseaux migrateurs volent en V parce que chaque oiseau utilise l'air ascendant de l'autre. Ils vont se servir de cet air ascendant pour avancer en utilisant le moins d'énergie possible. La NASA et l'US Air Force étudient si ça pourrait s'appliquer aux avions. Et ils ont découvert que la traînée pouvait être réduite de près de 20% sur le saumon. Tout ça en surfant sur l'air ascendant de l'avion devant. C'est un Evector Sportstar, un avion de sport tchèque. Super. C'est l'avion le plus léger que j'ai pu trouver. On devrait pouvoir y ressentir tous les effets du tourbillon. Si on se retrouve dans ce tourbillon et qu'on traverse l'air ascendant, on devrait pouvoir accélérer. C'est pas sûr. C'est ça la science. On essaie et on verra. Super. Je vais pas lâcher Bernardo d'une semelle. Bernardo et moi allons décoller avec un avion plus gros, un RV-7, et nous allons essayer de rester dans son tourbillon. On a une vue incroyable sur Seattle. C'est trop beau. Une fois dans les airs et à la bonne altitude, les deux engins volent à vitesse réduite. 122 km/h. On se met en place pour l'expérience. Je vais tenter d'aller dans le tourbillon. Si ça fonctionne, on verra si on accélère. Allez, c'est parti. On va voir ça. On est derrière le saumon. On est dans le tourbillon? Oui, on a gagné un peu de vitesse. Je vais tourner à droite pour voir si ça se maintient. 137 km/h. Ça y est, Voilà. je l'ai senti. Notre vitesse? 138 km/h. La sensation est subtile, comme quand vous êtes sur un tapis roulant à l'aéroport. Mais le fait d'avoir accéléré d'1 km/h prouve que c'est une réussite. On commence? Bien sûr, on y va. C'est à notre dernier essai que nous avons décidé d'y aller à fond. Bernardo s'est encore plus approché du RV-7. La différence s'est tout de suite fait ressentir. Ah, voilà, oui. Ça y est! C'était super! Ouais! Ça a bien marché. Je suis un peu surpris. La sensation est dure à décrire. L'avion a basculé et vacillé vers l'avant. Il a gagné plus de 5 km/h sans que Bernardo accélère. On a découvert que c'était important de voler près de l'autre avion, si on peut pas savoir où est le tourbillon. Le meilleur endroit, c'est vraiment juste derrière. Donc ça y est, on a la preuve que c'est bien réel. Super! C'est cool. Alors que le soleil se couche, nous retournons à l'aérodrome.
On s'est vraiment amusé. C'était super. Ouais, j'ai adoré ce vol. C'était fantastique. Et je suis étonné que ça ait marché. On s'est placé derrière l'autre avion, on a commencé à accélérer vers lui, j'ai tourné à droite et on a ralenti. On allait donc plus vite en suivant l'avion. Qui pourrait utiliser ce genre de découverte? Surtout l'armée. Ils utilisent des convois aériens ou des cargos pour transporter du matériel au-dessus des océans. Ça leur serait utile d'utiliser les tourbillons s'ils volent en formation. Dans tous les cas, c'était très amusant. Je me suis fait une réflexion assez amusante. À part le fait de voler, les avions modernes ne fonctionnent pas vraiment comme les oiseaux. Ça les rendrait pourtant plus efficaces. Les avions ont une structure particulière qui a énormément évolué en l'espace d'un siècle. Par exemple, le modèle conçu par les frères Wright était très mécanique, très rigide. Dan Inman est le président du département d'ingénierie aérospatiale de l'Université du Michigan. Il étudie la physique aérodynamique depuis plus de 30 ans. Les avions modernes ne sont pas aussi efficaces qu'ils le pourraient, car leurs ailes restent dans la même position. Les avions se déplacent pourtant de plusieurs façons. Au décollage et à l'atterrissage, quand il y a des turbulences, le flux d'air change, et la vitesse aussi. Ça veut dire que ce design fixe va rendre les ailes inefficaces à un moment du vol. On a donc essayé de créer une aile qui changerait de forme pendant le vol. Les chercheurs savent depuis longtemps que les oiseaux modifient leurs ailes pour exécuter des manœuvres. Pour s'envoler, planer, changer de direction et plonger. Ces modifications leur permettent de réduire la traînée et d'être plus énergiques. On a observé les oiseaux pour savoir ce qu'il faudrait faire pour rendre les avions plus efficaces. On s'est beaucoup intéressé à la forme des ailes. Ensuite, on a travaillé, on a construit des prototypes et utilisé des matériaux intelligents qui permettent ces changements. Des études ont montré que les oiseaux peuvent choisir la partie de leurs ailes qu'ils utilisent. Par exemple, un aigle va réduire la portance de la partie interne d'une aile pour faire un virage. L'idée avec cette aile, c'est qu'on peut modifier son envergure pour utiliser le flux aérodynamique que l'on souhaite. On l'a mise en soufflerie, on a fait des analyses et on a eu d'excellents résultats. Ils ont découvert que cette aile rendrait l'avion plus manœuvrable, mais aussi 5 fois plus rapide. Il y aurait 20% de portance en plus et 10% de traînée en moins. Ce concept d'aile modifiable permet d'avoir une aile plus efficace. Grâce à ça, on va pouvoir concevoir une aile adaptée à plusieurs vitesses. On pourra modifier la taille de l'aile pour maximiser son efficacité. On utilise ces matériaux intelligents parce qu'ils changent de réponse dès qu'ils reçoivent un stimuli électrique. Ces matériaux ont des propriétés piézoélectriques. Ils peuvent convertir l'électricité en mouvement. Ce sont les avancées dans les matériaux scientifiques qui ont rendu cette aile possible, alors que ça ne l'était pas il y a 20 ans. La forme des gouvernes de l'aile rigide est très triangulaire. C'est typique d'un avion à réaction. Mais sur l'aile à forme variable, on a ces courbes qui font penser à celles qu'ont les oiseaux dans la nature. On n'a réussi qu'un seul vol pour l'instant et ça a été très instructif. Mais si votre question c'est dans combien de temps on verra cette aile sur les avions, la réponse c'est longtemps. On devrait d'abord voir ça dans le domaine du modélisme. Et puis, sur les avions militaires. Ça n'arrivera pas dans le civil avant des décennies. Si vous pensez aux voitures, aux avions et aux machines à laver, à une époque, tout ça c'était de la science-fiction. Plus maintenant. Quel monde fascinant! Il semblerait que depuis que l'homme a réussi à voler, il ait ressenti le besoin de sauter de ces machines volantes. Heureusement, la nature nous a permis de faire ça de manière sûre et amusante. Léonard de Vinci a étudié la manière dont le pissenlit se disperse pour dessiner un parachute en 1433.
Et en observant les écureuils au début du XXe siècle, les inventeurs ont trouvé une nouvelle façon de voler. Le vol en wingsuit se pratique avec une combinaison palmée au niveau des bras et des jambes. Vous sautez d'un avion ou d'une falaise et la vitesse produite vous élève et vous permet de voler. Tony Uragallo dessine ses propres wingsuits, aussi appelés combinaisons écureuil. Il les teste lui-même depuis plus de 11 ans. C'est tout simplement une aile géante. L'air passe ici, exactement comme pour un avion. On a des courbes ici, et il y a une petite aile cousue là. Il y a une courbe au niveau des côtes, comme sur un avion. L'air passe au-dessus et en dessous de l'aile. Mais celui qui passe au-dessus est plus rapide. Une portance se crée et du coup, l'aile se redresse. L'air rentre dans cette poche, ça gonfle, la combinaison ne pèse alors plus rien, et l'air passe aussi ici. D'un point de vue structurel, on peut la comparer à un écureuil volant. Oui, c'est la même chose. Il y a des ailes entre les membres, comme chez les écureuils. Mais dans leur cas, c'est plus une membrane. On appelle cette membrane un patagium. Il permet à un écureuil de planer sur une dizaine de mètres, mais certains ont volé sur une distance de 150 mètres. Le secret réside dans leurs poignets. Ils sont reliés à un cartilage qui agit comme un saumon d'aile pendant qu'ils planent. Ils avancent en baissant le nez. On fait exactement pareil quand on saute d'une falaise. On saute, on baisse la tête pour prendre de la vitesse, la combinaison se gonfle et on avance. Et quand ils veulent s'arrêter, les écureuils volants doivent utiliser la queue. Ils ralentissent en levant la queue et ils ramènent les pattes pour redresser le buste. Je me redresse pour freiner. Et si je veux ralentir pour ouvrir le parachute, je lève juste la tête. Et je vais arriver vers le sol à environ 16 km/h. Ça veut dire que l'écureuil et le wingsuiter s'arrêtent de la même façon. Mais l'écureuil n'est pas équipé d'un parachute. Il faut sauter combien de fois avant de pouvoir enfiler une combinaison? Il faut compter 200 sauts. Mais vous pouvez essayer celle-là si vous en avez envie. J'adorerais. C'est confortable en fait. C'est bien, hein? Je vais l'enlever et vous allez en mettre une pour me montrer comment on fait. Bonne idée. C'est bon. Voilà. Ce sera mon tout premier saut, donc pas de wingsuit pour moi. Je sauterai en tandem avec un instructeur. La vue est magnifique. On est vraiment très haut. J'ai peur, mais ça va être amusant. J'ai hâte. C'est une expérience aussi bien effrayante qu'exaltante, même avec un instructeur derrière moi. Quant à Tony, il saute évidemment en solo. Il se jette dans le vide, libre comme un écureuil. Les règles de sécurité exigent que Tony vole à 150 mètres de moi. Mais ça reste quelque chose d'incroyable de le voir traverser le ciel. C'est trop génial! J'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. C'était une expérience incroyable et exaltante. Et on a vu Tony foncer à travers le ciel à toute vitesse. On aurait dit Superman ou un écureuil.
j'ai du mal à m'en remettre. L'homme a toujours rêvé de voler comme un aigle ou planer comme un écureuil. La technologie nous a permis de le faire en nous inspirant de ces animaux. La première étape, quand on veut développer une technologie, c'est de se tourner vers la nature. On observe les phénomènes qu'on veut reproduire et on se demande comment ça marche. Il faut se projeter pour voir si une machine pourrait les reproduire. La nature recherche la perfection. Elle recherche le meilleur physique, les muscles les plus puissants. Elle veut sans cesse s'améliorer. C'est ça qu'on veut comprendre. Tout se passe dans les universités et les laboratoires. C'est là que les chercheurs testent de nouvelles choses. Peut-être que l'une d'entre elles sera sur un avion d'ici une dizaine d'années. Attention, rien ne dit qu'on découvrira quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est très probable. Croisons les doigts pour que la nature nous en apprenne plus sur les cieux. Car on sait tous que dans le domaine aérien, l'intelligence est naturelle. Je suis Dani Washington, on se retrouve bientôt et d'ici là, partez à l'aventure!